Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Amadou Ahidjo, le candidat adoubé par la France, s'installe au pouvoir. Officiellement, l'émancipation de la tutelle française s'est réalisée dans la douceur. Depuis plusieurs années pourtant, Paris livre un combat sans merci aux indépendantistes qui ont refusé les compromis avec la métropole. Une lutte sanglante, à l'ombre de la guerre d'Algérie qui se poursuit après l'indépendance. Le Cameroun avait d'abord été une colonie allemande. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les puissances européennes rivalisent dans le golfe de Guinée, l'Allemagne établit un protectorat sur la région en signant dès 1884 un traité avec les chefs douala de la côte. Mais en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont évincés du Cameroun par la coalition franco-anglaise. La conférence de paix de Versailles entérine un partage du pays, la Société des Nations confiant le mandat sur la partie orientale à la France et celui sur la bande occidentale à l'Angleterre. Le Cameroun oriental devient l'un des joyaux de la France d'outre-mer en raison de ses richesses et du rôle du port de Douala comme débouché de l'Afrique équatoriale française. Les premières revendications pour l'indépendance s'expriment très tôt, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'UPC, le parti de l'Union des populations du Cameroun, s'en fait le porte-parole. Alors que son leader Ruben Oumniobé plaide pour l'émancipation et la réunification des Camerouns britanniques et français à la tribune des Nations Unies, les autorités coloniales font tout pour réprimer ces revendications et susciter la naissance de forces concurrentes plus modérées. En 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'administration saisit l'occasion pour dissoudre l'UPC qui bascule dans la lutte armée. La répression du mouvement indépendantiste par l'armée française est féroce et fait des dizaines de milliers de victimes. Oumniobé est abattu en 1958. Parallèlement, la France met en place l'autonomie interne pour mieux contrôler le processus d'émancipation. Lorsqu'elle concède finalement l'indépendance en 1960, c'est pour signer immédiatement des accords militaires et de coopération qui lui assurent la sauvegarde de ses intérêts et de son influence sur le nouvel État indépendant. Un an plus tard, un plébiscite conduit la partie nord du Cameroun britannique à rejoindre le Nigeria et le sud à s'unir au Cameroun français de Amadou Ahidjo pour former une république fédérale. Pendant ce temps, l'UPC floué de son indépendance a repris la lutte armée dans les forêts. Mais l'insurrection est combattue par le nouveau pouvoir camerounais avec l'aide de la France, qui applique les méthodes déjà pratiquées en Indochine et en Algérie. La guerre, qui se poursuit pendant 10 ans, se termine par la mort des chefs de l'UPC et la victoire de Ahidjo, qui assoit son pouvoir dictatorial sur le Cameroun pour 2 décennies. Nous sommes place de la République. C'est ici que Félix Houphouët-Boigny a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Paul Kouao, 72 ans, s'en souvient. Quand Houphouët-Boigny a annoncé l'indépendance, j'étais encore un jeune instituteur. Le 7 août, vraiment, on a dit que maintenant, il y a plus de 14 juillet. Le 7 août remplace 14 juillet. Mohamed Nguessan enseigne l'histoire à l'université de Cocody. Pour ce spécialiste, la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, au-delà des considérations politiques, a d'abord une portée historique pour la Côte d'Ivoire. Je pense que pour une nation qui est éternelle, 50 ans, ce n'est rien. Mais pour les Africains qui ont connu l'esclavage et ensuite la colonisation, 50 ans d'indépendance, c'est significatif et ça a une portée historique. Les 40 premières années des relations entre la France et la Côte d'Ivoire ont été idylliques. Depuis le déclenchement de la crise en 2002, plus rien n'est comme avant. Je crois que les Français ne sont pas totalement sortis de la culture du colonialisme. Ils sont dans une logique néocoloniale. Ils considèrent qu'ils ont une mission, la mission civilisatrice. En 50 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire pacifique a connu la désillusion. Un coup d'État militaire en 1999 renversa Henri Konan Bédié, puis une rébellion en 2002 sur fond de tensions identitaires qu'on ne s'explique d'ailleurs toujours pas. La Côte d'Ivoire a cette particularité de pouvoir accepter tout le monde. Et c'est quand même paradoxal que ce pays, qui est un pays d'acceptation, un pays de mélange, puisse en même temps aussi être un pays xénophobe. Et ça, je le refuse pour la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire, fondamentalement, n'est pas comme ça. En 1990, Laurent Gbagbo, alors opposant, a poussé Félix Houphouët-Boigny au multipartisme.
Mais 20 ans après, la Côte d'Ivoire aspire toujours à être un modèle de démocratie. Ceux qui semblaient se battre pour le renforcement de la démocratie n'y croyaient pas. Et une fois arrivés au pouvoir, ont été donc les bourreaux du peuple, ont agi contre la démocratie, ont agi contre les libertés. La page du miracle économique des années 70 tournée, la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui à des difficultés sociales persistantes. Le chômage des jeunes est doublé d'une perte des valeurs morales et républicaines. Nous avons été un peu une jeunesse qui a contribué à ternir un peu l'image de son pays. Et je crois que pour les autres prochaines années, la jeunesse ivoirienne doit être plus remarquable pour se coller à des valeurs pour reconstruire ce pays. Mais la reconstruction du pays passe d'abord et avant tout par la tenue d'élections transparentes et apaisées. Rendez-vous le 31 octobre prochain. C'était bien ici que devait se réunir la conférence africaine. C'était bien ici que devaient s'assembler les meilleurs serviteurs de la civilisation française en Afrique. Ici, c'est Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française. Nous sommes en 1944, le général de Gaulle, casque colonial et saharienne, passe en revue les tirailleurs. Et l'histoire va le lier à cette cité des rives du Congo. En 1940, de Gaulle y avait implanté la capitale de la France libre. 4 ans plus tard, il initiera ici les prémices de l'émancipation lors de la conférence de Brazzaville. Du plus méritoire effort français. Cette conférence de 1944 ouvre quand même des perspectives en sens que il y a une décision, il y a quelques décisions parmi lesquelles autoriser aux Africains à faire des syndicats et à faire des partis politiques. C'est une conférence coloniale, bien sûr, une conférence coloniale qui a ouvert une brèche. La vie politique s'organise, les élites africaines se constituent, mais il leur manque un signe. C'est dans ce stade Félix Éboué que le général lâchera du lest. Les colonies désormais voteront pour leur avenir. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. Vous voyez bien que 50 ans après, ce discours reste vivant et ce discours nous a édifiés et nous a appris à marcher, à faire en sorte qu'aujourd'hui, les capitales, les pays africains indépendants ont pu se développer par eux-mêmes. Car si le Congo choisit de rester dans la communauté française, la route vers l'indépendance est tracée. 2 années suffiront pour que la France, par la voix d'André Malraux, laisse le Congo fêter sa liberté. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha tcha, tubakidi. Otableron, tcha tcha, baganye. Onikwanza, tcha tcha, tozumiye. Après le grand discours à l'hôtel de ville, le grand discours d'André Malraux, c'était la grande fête dans tous les quartiers. On a dansé, on a Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. Indépendance Tcha-Tcha-Tcha qui était chantée dans tous les bars et dans toutes les rues de Brazzaville. Mais les liens tissés par De Gaulle ne se distendront jamais. Brazzaville, berceau de la France-Afrique. Jacques Foccart, conseiller à l'Élysée, déjà présent pour les 1 an du Congo, y veillera. Le 17 août 1960, le Gabon proclame son indépendance. C'est la 12e colonie française à s'émanciper depuis le début de l'année, la 8e au cours de ce seul mois d'août et la dernière de l'ancienne Fédération d'Afrique équatoriale. À Libreville, la capitale, Léon Mba est investi chef de l'État en présence d'André Malraux, l'envoyé spécial du général de Gaulle. Plus que dans les autres colonies encore, le processus d'émancipation a été étroitement contrôlé par Paris. Il s'agit de préserver les intérêts de la France dans un pays qui s'annonce riche en pétrole et en uranium. Colonisé dès le milieu du 19e siècle, le Gabon avait d'abord fait partie du Congo français avant d'être rattaché à l'Afrique équatoriale française gouvernée depuis Brazzaville. En dépit d'une exploitation précoce des bois précieux, la présence européenne reste faible. Le recours au travail forcé suscite les premières révoltes massives contre l'administration dans les années 30, mais l'État français réprime impitoyablement toute tentative de remettre en cause l'ordre colonial. Les agitateurs autochtones, comme le jeune chef de canton Léon Mba, sont déportés.
Après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'Union française et l'instauration de conseils représentatifs assouplissent le régime colonial et permettent l'éclosion d'une vie politique au Gabon. Jean-Hilaire Obam, député au Parlement français et favori de l'administration, dispute à Léon Mba, bientôt maire de Libreville, le leadership politique. En 1956, lorsque Paris concède davantage d'autonomie à ses colonies avec l'instauration des assemblées territoriales, Mba, qui a tiré les leçons de la répression des années 30 et a su se concilier les colons, est élu Premier ministre du gouvernement autonome. Une position qui le porte naturellement à la tête du nouvel État indépendant en août 1960. Partisan d'un régime présidentiel fort, le nouveau chef de l'État s'affronte très vite au Parlement qu'il dissout une première fois quelques mois après l'indépendance. En février 1964, sa dérive autoritaire et le musellement de l'opposition avant les élections conduit l'armée à le renverser et à porter l'opposant Jean-Hilaire Obam au pouvoir. L'intervention des troupes françaises rétablira le président déchu 3 jours plus tard et consacrera durablement la tutelle de Paris sur le pays. 2 ans après, lorsque Léon Mba tombe gravement malade, le général de Gaulle et son chargé des affaires africaines Jacques Foccart font d'Albert Bongo, ancien membre des renseignements français, l'héritier du pouvoir. En novembre 1967, à la mort du chef de l'État, Bongo accède directement à la présidence de la République gabonaise, un poste qu'il conservera pendant 40 ans en devenant l'un des piliers du réseau très opaque d'intérêts économiques et politiques reliant la France et ses anciennes colonies africaines. Poussiéreuse comme toutes les autres ici à Niamey, mais magique pour Abdoulaye Bankoula. C'est ici qu'il a participé, il y a 50 ans, au cortège d'indépendance de son pays. Il fallait voir ces chameliers, ces cavaliers dans avec les ornements de leurs chameaux, de leurs chevaux, les tam-tamiers. On sentait vraiment qu'un jour nouveau est né dans ce pays. 3 août 1960, le drapeau tricolore français tombe après plusieurs décennies d'administration coloniale. Sur ces images tournées lors du premier anniversaire de l'indépendance, le premier président de ce nouvel État, Amani Diori. Nous retrouvons aujourd'hui son fils. Je suis avec le colonel Kadhafi. Vous voyez qu'on était tous maigres comme des criquets. Là. 50 ans après, que penserait le père d'Abdoulaye Diori? Il serait certainement scandalisé par toute cette gabégie qu'il y a eu pendant certaines périodes au Niger, l'endettement qui est insupportable. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. 85% de la population survit avec moins de $2 par jour. Les famines, comme ailleurs dans le Sahel, sont récurrentes. Cette année, une fois de plus, une grave crise alimentaire menace. Ce chef coutumier a planté cet arbre lors d'une fête de l'indépendance, une tradition symbolique ici pour lutter contre la désertification. Il y a la famine cette année. Est-ce que ça vaut la peine de célébrer les cinquantenaires? Mais ça vaut mais la famine est passagère. L'indépendance, c'est quelque chose qui va être gravé dans la mémoire de tout Nigérien. En tout cas, moi, je ne fête pas l'indépendance à partir du moment où je ne me sens pas indépendant. À l'université de Niamey, le mot indépendance sonne creux. Il n'y a pas une école où on enseigne avec une langue nationale. C'est toujours un enseignement en français. Donc jusqu'à présent, c'est une colonisation modérée. Sanoussi Jakou a été vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, puis ministre. Il se souvient bien de l'ère coloniale. Les administrateurs coloniaux, eux, au moins, ils travaillaient. Ils n'étaient pas en grand boubou, ils n'étaient pas toujours en train de festoyer. Eux ne détournaient pas des fonds publics, contrairement à la période actuelle. Pour moi, le bilan, il est négatif. Des paroles d'autant plus dures qu'elles sont prononcées par un ancien militant indépendantiste. La junte militaire au pouvoir a décidé de limiter les festivités pour ce cinquantenaire en raison de la famine qui assombrit toujours plus l'avenir du pays. Le 11 août 1960, le Tchad, l'ancienne colonie modèle de l'Afrique équatoriale française, accède à l'indépendance. François Tombalbaye, qui s'est imposé à la tête du Conseil des ministres du pays autonome un an auparavant et a exilé ses rivaux, devient le président. Mais sa dérive autoritaire et l'accaparement du pouvoir par les élites chrétiennes du Sud au détriment du Nord musulman
mène irrémédiablement le pays vers la guerre civile. La colonisation française avait endigué l'influence musulmane et installé une petite élite autochtone dans le sud plus perméable à la modernité occidentale. C'est aux mains de cette dernière que la France laisse l'État tchadien au moment de l'indépendance. En 1962, réélu président, Tombalbaye impose le parti unique et écarte les derniers musulmans modérés de son gouvernement. 3 ans plus tard, face aux abus de l'administration sudiste, les populations à majorité musulmane du Nord se révoltent et contribuent à la naissance de la guérilla du Front de libération nationale du Tchad, le Frolina. C'est le début de la guerre civile. À la fin des années 60, en vertu des accords de défense signés au moment de l'indépendance, le président Tombalbaye demande à Paris d'intervenir. Les troupes françaises, qui n'ont jamais vraiment quitté le Tchad, s'investissent alors dans la lutte contre la guérilla, qui reçoit bientôt le soutien de la Libye. Le conflit déchire progressivement le pays, les querelles entre chefs de faction et les rivalités ethniques instrumentalisées par les pays voisins conduisent à d'interminables affrontements et à la destruction de l'État central. En 1975, le président Tombalbaye est assassiné lors d'un coup d'État. Le général Félix Maloum, qui lui succède, tente alors d'apaiser le conflit en nommant le nordiste Hissène Habré Premier ministre. Mais les tentatives de réconciliation et de médiations internationales tournent court, et en 1979, lors de la bataille de N'Djamena, les nordistes s'emparent définitivement du pouvoir. Devenu enjeu de la guerre froide, le Tchad s'enfonce toujours plus dans les guerres intestines, les troupes françaises intervenant régulièrement pour contenir les factions qui menacent le pouvoir ou pour repousser les invasions libyennes. Depuis 1990 et l'éviction du président Hissène Habré, le nouvel homme fort du pays est l'ancien chef d'état-major Idriss Déby. Il bénéficie lui aussi du soutien de la France, alors que N'Djamena est sous la menace d'incursions rebelles plus ou moins soutenues par le Soudan, en liaison avec le conflit du Darfour. Après 50 ans d'indépendance, le dispositif militaire français au centre de l'Afrique reste donc toujours le faiseur de roi dans un Tchad en proie à la guerre civile permanente. Le 27 avril 1960, le Togo français accède à l'indépendance. Sylvanus Olympio, chef du gouvernement autonome depuis les élections supervisées par l'ONU 2 ans auparavant, devient le président de la nouvelle République. À la tête du comité de l'unité togolaise, il avait mené le combat pour la réunification et l'émancipation de l'ancienne colonie allemande sous tutelle partagée des Français et des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait colonisé cette région de l'Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle, en négociant des protectorats avec les chefs de la côte. Lors de la conférence de Berlin qui consacre le partage de l'Afrique en 1885, elle fait reconnaître sa colonie sous le nom de Togoland et entreprend de l'exploiter. Mais 20 ans plus tard, avec quelques centaines de colons, la présence allemande dans le pays reste toujours faible. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, le Togoland est rapidement envahi par les Britanniques depuis la Côte d'Or à l'ouest et par les Français depuis le Dahomey à l'est. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est occupée conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Après la guerre, la Société des Nations attribue un mandat sur la partie ouest aux Britanniques et sur la partie est avec la capitale Lomé aux Français. Bien que les deux parties du Togoland devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, les Français et les Britanniques incorporent les mandats dans leurs sphères coloniales respectives. La France intègre le Togo dans l'Afrique occidentale française, tandis que les Britanniques font de leur partie une province de la Côte d'Or. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies réaffirment la tutelle internationale sur le Togo face aux puissances coloniales. Le Togo français est détaché de l'AOF et obtient sa propre représentation au Parlement français, sous la pression du groupe ethnique des Ewe et du comité de l'unité togolaise. Alors que l'aspiration à l'indépendance des colonies se fait pressante, la question de la réunification des parties britanniques et françaises domine le débat politique au Togo. Mais en 1956, le Togo britannique opte lors d'un référendum pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte d'Or sur le point d'obtenir son indépendance. Pendant ce temps, au Togo français élevé au rang de république autonome en dépit des objections de l'ONU, l'administration coloniale s'efforce encore de promouvoir les candidats en faveur d'une politique d'intégration dans l'Union française. Mais la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et 6 mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays.
La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. En janvier 1963, moins de 3 ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadema et les demi-soldes. L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais 4 ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadema, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour 4 décennies. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance sous le nom de République démocratique du Congo. Dans la capitale Léopoldville, les représentants du gouvernement belge et le roi Baudouin sont venus assister aux cérémonies et transmettre le pouvoir au président Joseph Kasavubu et à son premier ministre Patrice Lumumba. Mais au discours du roi légitimant le rôle de la Belgique au Congo, le premier ministre répond par une condamnation virulente du régime colonial. Un affront pour les Belges, le processus d'émancipation précipité fait sombrer le pays dans le chaos. Propriété personnelle du roi Léopold II, puis colonie belge à partir de 1908, le Congo avait prospéré après la Seconde Guerre mondiale avec le boom des matières premières. Dans les années 50, alors que la France accorde progressivement l'autonomie à ses territoires africains et que la Grande-Bretagne concède l'indépendance au Ghana, les lobbies coloniaux belges refusent toute évolution au Congo et cherchent à diviser le mouvement nationaliste naissant. Mais en janvier 1959, des manifestations indépendantistes violentes éclatent à Léopoldville. Face au spectre d'un conflit armé, la Belgique admet précipitamment le principe de l'indépendance et organise la décolonisation dans l'urgence avec l'espoir de préserver ses intérêts économiques. 1 an après les émeutes, lors d'une table ronde réunie à Bruxelles, le gouvernement belge cède aux exigences des partis congolais. En dépit du manque de préparation, l'indépendance est fixée au 30 juin. 1 mois avant la date fatidique, le mouvement national congolais dirigé par Patrice Lumumba remporte les élections législatives. Nommé Premier ministre, Lumumba s'oppose aux fédéralistes et au chef d'État conservateur Kasavubu. À la veille de l'indépendance, la situation dans le pays est explosive. Le 5 juillet, la force publique se mutine, refusant d'être dirigée par des officiers belges. L'intervention de parachutistes qui bafouent la souveraineté du nouvel État aggrave la crise. Les troubles se multiplient et les colons européens fuient le pays. Quelques jours plus tard, la riche province du Katanga, soutenue par les sociétés minières, fait sécession. Bruxelles refusant de soutenir le gouvernement central, Lumumba se tourne vers les soviétiques, une provocation pour le camp occidental qui va alors fomenter sa chute. 3 mois après l'indépendance, le colonel Joseph Désiré Mobutu, appuyé par les services occidentaux, s'empare du pouvoir par un coup d'État. Patrice Lumumba est arrêté et livré avec la complicité d'officiers belges et de la CIA aux sécessionnistes katangais qui l'assassinent en janvier 1961.